d'accord pour faire rejoindre le live? Eh bien, visiblement, nous sommes en live, puisque je vois que... On n'a plus la nous avons... présentation. Oui, donc nous sommes en live. Eh bien, alors, bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, Alain Delavie, donc journaliste et directeur des rédactions de Rustica. Nous approchons de la deuxième édition en présentiel du futur salon Permae, qui se déroulera du 18 au 21 mars 2022 dans le Parc Floral de Paris. Et pour nous préparer à cet événement, eh bien, je suis très heureux d'ouvrir alors cette fois-ci le deuxième rendez-vous du cycle de rencontres virtuelles, les rencontres Permae. Je vous rappelle que ces rencontres sont l'occasion de nous retrouver pour partager sur des thèmes en relation avec la permaculture, le jardinage biologique et l'écologie. Et ce soir, nous allons avoir le plaisir d'écouter Baptiste Saulnier, Thomas Segretin, Mathias André, Jean-Philippe Podouézy, Corentin Breton, Christophe Piou et Marc Grolimund Kerangeven qui vont nous narrer la construction des jardins potagers du domaine de Chambord. Vous avez pu aussi retrouver les propos de Baptiste et de son équipe tous les 15 jours dans le magazine Rustica. Depuis le début de l'année, ils ont partagé leur savoir et leur expérience sur des points précis de maraîchage biologique avec des méthodes permacoles. Dans le numéro qui est actuellement en kiosque, Baptiste et son équipe dressent d'ailleurs le bilan de cette année 2021 de maraîchage à Chambord. Un dernier point avant de laisser la parole à Baptiste et à ses coéquipiers. Je vous rappelle qu'à l'issue de leur présentation, nous aurons environ un quart d'heure pour les réponses aux questions-réponses que vous pourrez poser sur le chat dès à présent et pendant toute la conférence. Mais sans plus tarder, Baptiste, je vous laisse la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de participer à ces rencontres Permae. Donc, je suis Baptiste Saulnier, le jardinier maraîcher en chef, chef de service des jardins potagers de Chambord. Ce soir, je suis ravi de partager avec vous sur la construction et la création de ces jardins qui ont maintenant 3 années d'existence. Donc, pour m'accompagner et pour échanger sur ces sujets, j'ai invité nos experts et nos conseillers qui ont participé à l'ensemble du processus du design de ces jardins potagers, donc Marc Grolimund, Jean-Philippe de Podouézy, Mathias André et Christophe Piou. Et également à cette table, mes 2 proches collaborateurs, Thomas Segretin et Corentin Breton, qui m'accompagnent quasiment depuis le début de l'aventure. Alors, avant d'échanger sur des grandes thématiques, je voulais vous présenter les jardins potagers. Donc, qu'est-ce que sont les jardins potagers de Chambord? C'est une ferme biologique diversifiée, designée selon les grands principes de la permaculture, et on y pratique l'agroécologie et l'agroforesterie. On cultive des légumes biologiques, des petits fruits, des plantes aromatiques et médicinales et des fleurs comestibles. Mais c'est également un lieu de formation où des apprentis maraîchers vont pouvoir s'exercer et acquérir une boîte à outils pour entreprendre leurs propres projets. On utilise 2 grands courants, l'agriculture régénérative et la méthode du maraîchage bio-intensif, plus communément appelée en ce moment la méthode de Jean-Martin Fortier, qui est d'ailleurs le parrain de ces jardins. Alors à Chambord, on n'initie pas un projet sans un contexte historique. Il y a 2 parcelles dans ces jardins. Dans un clos de mur, ce sont des écuries en ruine qui ont été construites sous Louis XV. Et donc, au XIXe siècle et jusqu'en 1970, les habitants de Chambord, les Chambourdains, cultivaient dans ce clos de mur. Et puis, la parcelle des casernes que vous voyez en bas de l'image était la parcelle où cultivaient pendant l'occupation du maréchal de Saxe et son régiment de cavalerie. Ils occupaient donc la parcelle pour faire des légumes. Il y a aussi eu des céréales, de l'élevage, de l'arboriculture. Et quand le Chambord a lancé ce projet, 3 grandes missions nous sommes apparues. La première, c'est celle en fait du château de Chambord, c'est la transmission patrimoniale, l'accueil du public. Et la transmission patrimoniale, elle est assez simple parce que notre agriculture, elle est directement inspirée des maraîchers parisiens du XIXe siècle.
Et puis, cette deuxième mission, c'était de faire un projet entrepreneurial. Le sujet n'était pas de recréer un potager ornemental de château, mais vraiment un modèle agricole qui prouve sa performance, sa productivité, mais aussi sa vivabilité pour ceux qui le pratiquent. Et la troisième mission, elle est scientifique et technique parce qu'on n'a pas inventé de nouveaux modèles, on a remis au goût du jour des bonnes pratiques ancestrales. Simplement, il y a des techniques, des technologies qui nous permettent d'être plus performants. Et puis, contrairement à l'agriculture un peu plus ancienne où on faisait de façon empirique, il y a des études sur les mycorhizes, sur l'accueil de la biodiversité, sur la captation carbone, qui nous permettent de prouver le bien fondé de notre agriculture. Alors, la genèse du projet et sa chronologie, donc les jardins potagers ont été initiés pour célébrer les 500 ans du domaine national de Chambord, donc en 2019, avec une première tranche du projet qui était dans les écuries du maréchal de Saxe, donc un clos de mur de 5000 m² dans lequel on a produit des légumes et des fruits dès la première année. Alors, évidemment, pas des fruits, parce qu'il faut que les arbres poussent, mais des légumes. Donc, 5 mois de travaux, début 2019, et puis dès la fin du printemps, on était en culture avec 40 000 € de légumes produits la première année. En 2020, l'extension arrive, donc on multiplie la superficie par 10, la parcelle des casernes, donc 5 hectares. Et donc, le premier carré rouge qu'on voit sur cette parcelle, c'est celle qu'on met en place en 2020, avec un modèle agroforestier où on mélange le maraîchage bio-intensif et l'arboriculture fruitière. Et 2021, donc cette année, on étend la parcelle, on la finalise avec une prairie, un bassin, des corridors de biodiversité, des légumes perpétuels et des plantes de phytothérapie. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. 2022, le projet va se poursuivre parce qu'il y a encore la partie petit élevage à mettre en place avec des brebis solognotes et des poules pondeuses qui seront dans un pré verger conduites en pâturage tournant adaptatif. Et durant les 2 années 2019-2020, plus de 1400 arbres et arbustes ont été implantés pour monter ce système agroforestier. Donc, ce système agroforestier, on interconnecte en faisant cohabiter 3 grands secteurs. Secteur arboriculture et maraîchage bio-intensif, arboriculture et légumes perpétuels et plantes de phytothérapie, et un pré-verger en pâturage. Alors, les grands chiffres de ce projet, à 3 ans et en année 2021, c'est une superficie de 5,5 hectares. On est sur 52 jardins maraîchers de 12 planches permanentes de 15 mètres de long, ce qui représente 7 762 mètres carrés cultivés. Plus de 50 légumes cultivés cette année, 35 000 bottes, à peu près 15 000 salades vendues. Et sur les légumes qu'on fait en poids, ça représente 16 tonnes. Donc, on peut déjà voir que c'est un jardin qui s'exprime. Au sein de ce jardin, il y a 250 variétés de plantes représentées. 9 emplois ont été créés en 2021 et ça répond aux besoins en légumes de façon hebdomadaire pour 200 à 400 familles, selon la saison évidemment. Alors, sur le temps imparti, pour moi, il est très difficile de vous décrire l'ensemble du design et du cheminement. L'idée était plutôt de partager avec vous sur des grandes thématiques qui ont fondé les principes de ce jardin. Malgré tout, il faut comprendre qu'on est au pied du château de Chambord et donc on a dû répondre de front à 3 grandes missions. La première, elle est esthétique et paysagère, c'est-à-dire s'intégrer au pied du château de Chambord. On est à l'opposé des jardins à la française. La productivité, la performance alliée à l'écologie. Et pour faire la transition tout de suite, et c'est certainement le nerf de la guerre, nos sols. Et donc, je vais parler avec Christophe Pull de la régénération des sols. Christophe, il a 51 ans. Il est agriculteur céréalier, éleveur ovin aux portes de Chambord. Il est impliqué depuis 1998 avec l'association Base et son grand ami Frédéric Thomas dans la régénération des sols et l'agriculture de régénération.
Et depuis son retour à l'agriculture, parce que c'est un ancien agent comptable, pardon, son challenge est de remettre en place une agriculture rentable en rendant les sols vivants. Dans la ferme de Christophe Hugh, il n'y a plus que des céréales et des brebis. Il y a maintenant des vaches, des poulets, des poules et l'année prochaine, du maraîchage qui catalyseront la régénération des sols de Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir Baptiste, bonsoir à tous. Alors, merci pour cette présentation. Est-ce que tu peux nous parler un peu, Christophe, de l'agriculture régénérative? Mais bien sûr, c'est mon cheval de bataille et comme tu l'as dit, tout démarre du sol. Donc pour moi, l'agriculture régénérative, c'est la remise en état des sols du point de vue physique et biologique pour que la vie du sol reprenne le pas et qu'un système vertueux permette de tendre vers une autofertilité. Alors ça, c'est vraiment le fondement de la mise en place de l'agriculture régénérative. Et maintenant, comment on a fait pour mettre ça en place à Chambord? Donc tout d'abord, on a commencé avec les jardins clos de murs avec les 5000 m², où là, on avait un très grand défi à relever car les sols étaient pas du tout exploités, donc c'était bétonné, vraiment à un haut niveau. Et donc, il a fallu commencer par s'occuper du physique. Donc, le physique, c'est forcément avec des outils. Décompacter en profondeur ces sols-là et regarder d'un point de vue biologique ce qui se passait. Donc, c'est notre ami Francis Bucaille qui nous a aidés avec un état des lieux. Tout commence par là, avec l'analyse Albrecht. Donc, l'analyse Albrecht, contrairement aux analyses de sol qu'on peut connaître par ailleurs, ça met en évidence tous les déséquilibres qu'il y a entre éléments du sol. Et de ce fait, on a une obligation de remettre en place les équilibres du sol pour que la vie revienne et pour qu'on aille justement vers cette amélioration du sol. Donc, la première étape, je vous ai dit, c'était de décompacter en profondeur. Suite à ça, ça ne suffit absolument pas, il faut ramener de la vie. On ramène de la vie en ramenant du compost et un mélange de compost, donc du compost, c'est du broyat mis en tas, donc végétaux, un ensemble de végétaux qu'on associe à du fumier de cheval pour Chambord, à du fumier de vache et aussi à du basalte. Du basalte, du soufre et tout ça pour environ 40, 50, 60 tonnes équivalent hectare. Suite à ça, on s'engage à mettre en place des engrais verts, puisque le fondement de la remise en place d'un jardin qui fonctionne, on arrive en amont. Théoriquement, il faut arriver au moins 6 mois à 1 an avant la mise en place d'un jardin pour justement relancer cette vie et engager au moins un engrais vert, voire 2 engrais verts. Donc, les engrais verts, c'est un ensemble de mélanges de plantes, donc beaucoup avec au moins 50% de légumineuses dans ce mélange, mais aussi des crucifères et aussi des graminées. Donc, et une diversité, au moins une douzaine de plantes différentes dans ces trois piliers-là, qui permettent d'enrichir le sol avec les exudas racinaires et de commencer à lancer la vie du sol. Évidemment, vous avez compris que dans les jardins potagers, le premier, les 5000 mètres là, à l'intérieur des écuries, on a dû intervenir dès janvier et dès la première année. Les engrais verts ont été de courte durée, mais ils ont quand même fait leur efficacité. Ils ont profité des amendements organiques qu'on a pu mettre en place et le jardin était déjà lancé la première année. Donc, suite à cette première réussite à l'intérieur des écuries, on a entamé un schéma un peu plus audacieux sur les 5 hectares
qui constitue la parcelle à l'extérieur des écuries. Et là où Baptiste a bien fait l'historique de ce schéma. La difficulté pour… Christophe, on peut rappeler qu'on est sur une prairie hein, quand on commence. Donc là, on est sur une prairie. À l'intérieur, on était sur un sol bétonné. Et justement, j'allais y venir. Le sol extérieur, c'est une prairie, mais ce n'est pas une prairie qui est exploitée de façon vertueuse. C'est plutôt, en fait, au moins 50% de chiens-dents. Donc, un sol qui est justement, a priori, en dégénérescence. Le chien-dent est une belle plante indicatrice qui est là pour réparer le sol. Donc, pour se séparer du chien-dent, on a deux axes, soit l'axe mécanique ou soit l'axe de la fertilité, puisque quand nos sols redeviennent fertiles, le chien-dent disparaît puisqu'il n'a plus lieu d'être. Là, on avait vraiment une courte durée parce qu'on a attaqué en septembre 2019, août-septembre 2019, et il fallait absolument qu'au printemps 2020, on ait déjà des jardins qui fonctionnent. Donc, on n'a pas pris de risque. Et on a joué sur les deux tableaux. Donc, on a fatigué le chien-dent de façon mécanique avec de la mise à l'air des stolons avant d'attaquer la fertilité des sols. Et après, de la même façon, donc mise à l'air des stolons, décompactage des sols de façon mécanique en environ 30-40 cm. Puis là, on a basé notre amendement sur à peu près 100 tonnes de compost hectare. Quand je dis compost, c'est le mélange compost, fumier, basalte, charbon biochar, et puis du soufre, et également le bore, puisque tous les oligos qui manquent dans un sol doivent être amenés au départ en mélange et puis après en correction sur les plantes s'il y a besoin. Et suite à ça, on a pu, dès l'automne 2019, mettre un engrais vert en place. Et la première chose qui constitue la vie des sols, je vous ai dit, c'est l'engrais vert. Et comment on sait si ça marche? Si l'engrais vert fonctionne bien, vous avez toutes les chances de votre côté pour ce que vous allez planter derrière fonctionne. Merci Christophe. C'est ce qui nous a fait apparaître. Oui, merci. Merci Christophe. Excusez-moi d'être un peu long, mais il y a tant à dire sur le sujet que je passe la parole au suivant. C'est passionnant, merci beaucoup. Et d'ailleurs, c'est un peu grâce à toi qu'on fait deux belles saisons. C'est que tu as réussi à nous mettre le pied à l'étrier. Et malheureusement, le temps est court et donc je dois passer au deuxième sujet avec Jean-Philippe Baudouésy, qui est notre spécialiste en agroforesterie. Donc, Jean-Philippe, tu es un grand expert en agroforesterie et en forêt-jardin en France. Tu es écologue, naturaliste, conseiller en environnement. Tu es engagé depuis plus de 40 ans dans la conservation de la nature, de la Méditerranée à l'Amazonie. Tu as intégré la Fondation Yves Rocher dès ses débuts en co-gérant avec Jacques Rocher le programme de plantation d'arbres, plus de 100 millions d'arbres plantés. Et tu as fondé avec Anne, ta femme, la ferme du Bouchot, dont tu deviens un des pionniers et une ferme modèle en permaculture. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir Babat, bonsoir à toutes et à tous. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots qu'est-ce que l'agroforesterie? Alors, l'agroforesterie, c'est en fait un ensemble de systèmes qui associent les arbres et les différents types de production agricole. Alors, donc, que ce soit du bocage, par exemple, de l'intraparcellaire, du pré-verger, tu en parlais, ou des formes modernes comme le jardin-forêt. Mais de fait, l'agroforesterie est assez ancienne. On remonte à peu près au 7e siècle en France pour revoir des formes déjà de bocage, et certains d'entre vous on connaissent un peu le bocage français, mais on peut aussi remonter plus loin si on va dans des zones tropicales, notamment en Afrique ou en Asie du Sud-Est, où il y avait déjà de l'agroforesterie, probablement il y a plusieurs millénaires. Voilà, c'est donc toutes ces associations d'arbres, de maraîchage ou d'agriculture, que ce soit des céréales, que ce soit du maraîchage, que ce soit également de l'élevage.
Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu plus précisément comment ça a été mis en place à Chambord? Alors à Chambord, on a mis en place plusieurs formes d'agroforesterie finalement, hein, puisque on a, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'une part mis en place un système d'arboriculture productive et de maraîchage micro-intensif, hein. Donc dans cette arboriculture, il y a des pêchers, il y a des pommiers, des poiriers, il y a également des figuiers. Et également des zones de biodiversité. Il y a donc cette première partie qui est l'arboriculture et maraîchage. La deuxième partie qui est plus sous forme, on va dire, de haies fruitières qui vient s'intercaler avec des bandes de plantes utilisées pour la phytothérapie ou des plantes fertilisantes qui seront récoltées. Et enfin, il y a toute une partie qui est plutôt, elle, pré-verger, destinée à accueillir des poules et des moutons soloniaux, puisqu'il y a une race de moutons en Sologne. L'ensemble de ce système est entouré par des haies champêtres qui sont là également pour leur rôle en matière de biodiversité. Ce qui a été fait, pour revenir un petit peu sur la technique, hein, on citait tout à l'heure la pauvreté des sols de Chambord. Il faut savoir qu'à Chambord, on est sur des sols qui sont effectivement qui étaient très pauvres et très sableux, avec aussi une présence d'argile, mais d'argile un peu putride, on pourrait dire. Donc, ce qui était important, ça a été de mettre en place des buts pour éviter ce qu'on peut avoir à Chambord, qui est un hygromorphisme saisonnier, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec les arbres qui auraient les pieds dans l'eau, ce qui est vraiment pas le meilleur pour eux. Et d'ailleurs, vous ne l'aviez pas cité, mais c'était aussi quand même important, il y a tout un drainage qui a été mis en place dans cette parcelle pour permettre justement d'évacuer cette eau, laquelle eau est concentrée vers une mare, aussi intéressante en matière de biodiversité et qui peut servir de réserve pour l'arrosage. Donc voilà ce qui a été mis en place. Et donc alors l'agroforesterie, on n'est pas comme Christophe dans des résultats immédiats, puisque effectivement, quand on parle d'arbres, on parle tout de suite d'échéances à plus long terme. Mais les fruitiers vont commencer à donner, Mathias s'en parlera déjà peut-être l'année prochaine ou l'année d'après en tout cas, pour ce qui est des pêchers, des pommiers et des poiriers. Les noyers, les noisetiers, il faudra attendre un peu plus longtemps. Ah, j'entends plus là. C'est moi qui n'ai pas réactivé mon micro. J'avais une grande question à te poser. On connaît les bienfaits de l'agroforesterie. Et pourquoi c'est important de mettre de l'agroforesterie dans les systèmes agricoles? Alors, il y a plein de choses, hein. C'est toute une discussion aujourd'hui, mais on va dire qu'il y a une étude, par exemple, de l'INRA qui dit, sur une agroforesterie et céréales, et qui dit qu'une parcelle agroforestière va produire 1 hectare de parcelle agroforestière, va à terme produire l'équivalent d'1 hectare et 3, donc 1 hectare 3, dans un système traditionnel. Il y a plein d'éléments dans l'agroforesterie. La présence des arbres, déjà, va réduire l'évaporation sur les parcelles qu'on va avoir. On va augmenter la matière organique aussi, ça c'est absolument très important. Il y a évidemment, on va retenir les sols. Et on ne va pas seulement retenir les sols, on va avoir une meilleure pénétration de l'eau dans les sols. Et on va, pour ce qui est par exemple de l'agroforesterie fait avec de l'élevage, améliorer évidemment le bien-être animal puisqu'on va fournir de l'ombre et aussi certains ruminants par exemple se nourrissent des feuilles des arbres qui sont très minéralisantes, hein. Il y a tout un travail qui a été fait notamment par Jérôme Gouste sur les arbres têtards
qu'on peut utiliser en agroforesterie, et il a montré que c'était des techniques anciennes qu'on utilisait. Hein. Pour le coup, c'est pas très nouveau, mais on s'est aperçu que le fait de manger les feuilles pour les arbres, ça leur permet d'accéder à des minéraux qu'ils ne vont pas trouver dans les pâturages. Il y a aussi, grâce à l'agroforesterie, une diminution des intrants, une meilleure lutte contre et généralement les effets du changement climatique, et puis évidemment aussi une meilleure lutte contre les insectes ravageurs. En matière générale aussi, on peut dire aujourd'hui que si on imagine l'agriculture de demain à l'horizon 2050 et le fait qu'il y a un besoin de décarboner l'agriculture, vous savez que l'agriculture aujourd'hui est considérée comme un important émetteur de CO2, et là, grâce à l'agroforesterie, on va stocker du carbone dans les arbres. Donc on va améliorer l'impact de l'agriculture sur le changement climatique. Et puis, je dirais que très généralement, on va aussi améliorer la vision qu'on peut avoir de l'agriculteur dans le sens où traditionnellement, c'est le gardien du paysage, l'agriculteur, et qu'on voit bien que les paysages se sont considérablement modifiés dans les dernières 50-70 années, avec la perte des haies, notamment, qui font partie des systèmes agroforestiers. Et on a perdu 1 350 000 km de l'air. Enfin, c'est énorme. Jean-Philippe, oui. je suis désolé. C'est passionnant. Ouais. Moi, je suis convaincu. Et c'est des sujets qui sont vraiment hyper intéressants et déterminants pour la suite. Et malheureusement, je suis obligé de passer au suivant. Et merci beaucoup, parce que tu as fait un travail formidable. Et donc, dans le lien avec l'arbre, toujours, l'arboriculture, mais là, on va parler plutôt de phytothérapie avec Mathias, donc, qui est arboriculteur depuis 1994. Donc, tu as officié 16 années en tant que chef de culture. Depuis 2010, tu fais des prestations de conseil et de formation dans le domaine de l'arboriculture fruitière naturelle. Tu as été formateur à l'école de permaculture du Bec et Loing de 2017 à 2019. Et maintenant, tu accompagnes des projets de ferme, dont la ferme de la Mare des Ruffaux et Chambord, pour rendre une certaine autonomie à ces fermiers en arboriculture. Est-ce que Mathias, tu peux nous dire ce que c'est la phytothérapie agricole? Donc la phytothérapie agricole, on va commencer par une petite effectivement définition. Donc la phytothérapie agricole, elle permet de soigner les plantes par les plantes. C'est-à-dire avant tout un protocole préventif. Donc on va pulvériser des préparations naturelles, des décoctions, des infusions, des extraits fermentés sur le sol et sur la plante pour l'amener et pour les amener et les maintenir dans leur domaine de santé. Pourquoi on a utilisé cette stratégie à Chambord, Mathias? Pourquoi la phytothérapie? J'y viens. Donc j'y viens. Donc on amène le sol et la plante dans son domaine de santé. Donc c'est activer le sol, c'est activer les défenses immunitaires de la plante, ce qui fait que la plante est capable elle-même de gérer la maladie. Donc, on peut dire qu'elle est capable de la compartimenter. Elle est même capable d'abandonner des cellules autour, par exemple, d'une attaque de champignons pathogènes. Donc, elle est tout à fait autonome par rapport aux maladies. Donc, la phytothérapie, on considère la maladie comme un indicateur de déséquilibre. Donc, c'est une approche complètement différente de l'approche conventionnelle où on est plus sur le traitement du symptôme, souvent avec des produits plus toxiques et qui ont des effets secondaires sur le sol et sur la plante. On peut prendre l'exemple du cuivre. On va parler de bouillie bordelaise, par exemple, qui fait partie quand même des produits les moins toxiques, qui est utilisable en agriculture biologique. Donc, ce cuivre, effectivement, va détruire le champignon pathogène, mais va aussi avoir un impact sur le sol, notamment la vie des vers de terre, la vie des champignons bénéfiques qui se trouvent dans le sol, va avoir aussi un impact sur la plante, puisqu'il va
avoir tendance à alcaliniser, à oxyder le feuillage de la plante, ce qui n'est pas le domaine de santé de la plante, l'alcalin oxydé. Donc, à Chambord, effectivement, dans les jardins potagers de Chambord, on va privilégier la phytothérapie, donc pour justement le peu d'impact qu'elle a sur l'environnement et sur l'utilisateur, mais aussi pour la possibilité d'autonomie. C'est-à-dire qu'en phytothérapie, tous les traitements utilisés en phytothérapie peuvent être produits sur la ferme. Donc, avec des plantes cultivées sur la ferme ou de la cueillette sauvage. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Après, à Chambord, ce qui est intéressant aussi avec la phytothérapie, c'est que les soins utilisés pour les légumes sont les mêmes que les soins utilisés pour les fruits. Donc ça veut dire que quand on pulvérise un arbre fruitier, s'il y a un peu de vent et une dérive sur les légumes, ça ne pose pas de souci, c'est complètement compatible. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'à Chambord, pour pulvériser les produits naturels, on utilise un système un peu innovant, même vraiment innovant, qu'on appelle la pulvérisation fixe. Donc ce système-là nous permet de gagner beaucoup de temps et puis nous permet de ne pas avoir à passer avec un tracteur pour pulvériser les soins. Donc concrètement, c'est des asperceurs qui se trouvent intégrés au tutorage des arbres. Voilà, les asperceurs se trouvent au-dessus des arbres et de façon fixe. Voilà ce qu'on peut un peu dire sur la phytothérapie. La pulvérisation fixe permet aussi la lutte anti-gel. Oui, c'est vrai, effectivement, c'est un système qui est un peu coûteux, mais qui a d'autres fonctions que de la pulvérisation des produits naturels. Hein, donc, on peut lutter contre le gel grâce à ces asperceurs, donc, ce qui est très intéressant à Chambord, puisque c'est une zone très gélive. Donc, je pense même que sans ce système-là, la production de fruits serait très aléatoire. Donc, ça, c'est une deuxième fonction. Il y a une troisième fonction aussi, c'est la brunification. C'est-à-dire qu'on peut, entre guillemets, climatiser le verger pendant les journées de forte chaleur. Donc, c'est assez fréquent à Chambord, surtout que de plus en plus, on aura des journées de forte chaleur vu le changement climatique. Et merci beaucoup Mathias, puisqu'il y a un élément aussi fondamental, c'est qu'on a mis des animaux dans notre système et que je ne suis pas sûr qu'ils apprécient forcément tous les produits phytopharmaceutiques. Et donc, je pense qu'ils préfèrent les décoctions ou les purs. Hein. Donc, ça nous permet aussi de mettre de l'élevage assez facilement dans ce système. Merci beaucoup Mathias. Et donc, sur le sujet suivant, qui était quand même un grand défi que Marc Grolimoun a relevé, et avant tout, je vais te présenter. Donc, tu es né dans une ferme en Bourgogne, Marc. Tu connais bien le monde agricole. Tu y tires la connaissance intuitive du vivant et de précieux savoir-faire anciens. Tu es passionné par les végétaux et le monde de la nature. Tu as investi dans le monde de la permaculture et de l'agriculture biologique depuis plus de 30 ans, parce que tu as collaboré avec Pierre Rabhi, Philippe Desbrosses, Charles et Perrine Hervé-Gruyé, les pionniers de l'agriculture biologique et de la permaculture en France. Et tu œuvres au quotidien pour l'épanouissement de l'homme par 3 axes, la beauté, l'équilibre et l'abondance, par de l'enseignement, de la formation et du conseil en agroécologie et permaculture. Alors, comment, Marc, on conçoit une scénographie végétale dans une vision permacole ? La première chose à faire, c'est de prendre conscience du milieu, le jardin, que ce soit celui de Chambord ou d'autres, il est inséré dans un espace. On a trop tendance à isoler les choses. À Chambord, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un environnement extrêmement varié avec ses forêts, ses étangs, voilà. Il y a la contrainte du château et du côté historique du château. Donc, quand on travaille sur de la scénographie dans un endroit comme ça, il faut tenir compte du passé historique, de l'histoire, ce que vous avez très bien fait parce que vous avez, je crois, fouillé dans les archives pour trouver un petit peu tout ce qui s'est passé avant, si ces jardins existaient vraiment, comment ils ont été employés et tout. Donc, nous, on a dû tenir compte de tout ça.
mais ne pas être complètement dans le passé et se dire on vit aujourd'hui et maintenant. On ne va pas renier tout ce que le passé a pu nous apporter. Il y a des choses fabuleuses. On parlait des maraîchers du 19e et on peut remonter jusqu'au Moyen-Âge. Surtout quand on pense à l'agroforesterie, enfin le lien entre la forêt fruitière, la forêt productive et le potager. Donc, ce qui a été intéressant à Chambord, c'est de tenir compte de tous ces paramètres pour essayer de mettre debout, en tenant compte du passé et des nouvelles technologies, de tous ces éléments pour arriver à quelque chose qui soit à la fois esthétique, productif, pratique. Parce que très souvent, quand on parle d'esthétique, on a tendance à oublier tout ce qui est pratique, c'est-à-dire les circulations, les accès, les points de vue. Et ça a été très très bien fait, je crois, parce que l'équipe était magnifique, voilà. Et toi, tu as su, Baptiste, bien tenir les rênes sur un chantier extrêmement difficile qui a été fait en très très peu de temps. Et donc, moi, j'étais très 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 content du résultat parce que vous avez tenu compte de l'eau, vous avez tenu compte du sol, de l'air, de tout l'environnement, c'est-à-dire tenir compte de la présence des insectes, de la biodiversité aussi bien animale que végétale, et la faire entrer, même d'une manière parcellaire, dans le projet. C'est-à-dire qu'il y a des zones cultivées d'une manière très intense, mais il y a eu des apports de fleurs, une grande diversité de végétaux, de vivaces, d'annuels et tout, et de légumes cultivés, ce qui a fait, au bout de très peu de temps, et ça j'étais un peu bluffé, d'arriver à quelque chose qui était visuellement vraiment très, très, très touchant, mais très productif. Et puis je pense que quand vous avez démarré, il y a eu des contraintes climatiques importantes, hein, il y a eu de la sécheresse, il y a eu une solarisation extrêmement forte, surtout dans les zones qui sont entre murs. Et je pense que le fait d'avoir planté densément, tout en respectant l'esthétique, vous avez créé rapidement un microclimat dans la zone des 5000 m². Et actuellement, vous le réalisez bien aussi sur les 5 hectares. Et sur les 5 hectares, on a cette vision des forêts, tous ces points de vue au lointain qui sont extraordinaires. C'est-à-dire que ce jardin, il n'est pas isolé. Il est vraiment intégré à l'esprit de la Sologne, à l'esprit de ce château Renaissance, avec des clins d'œil au jardin Renaissance. Parce que c'est quand même très, très important. C'est une époque fabuleuse, hein, où il y a eu à la fois de l'esthétique qui venait d'Italie, mais il y a eu un gros, gros travail sur la découverte de nouveaux légumes, de nouveaux arbres, de nouveaux hybrides, etc. Et ça, on peut le retrouver dans Chambord. Vous l'avez évoqué aussi en implantant des végétaux en pot, hein, c'était assez amusant, mais ça, c'est vraiment un clin d'œil historique que j'ai trouvé intéressant. Voilà. Mais ce qui est fabuleux, c'est que la permaculture, c'est avant tout du lien. Et dans ce projet, il s'est passé une magie, c'est-à-dire qu'il y avait des équipes avec du lien, il y avait du contact entre les gens, il y a eu des concertations. Et ce côté humain, pour moi, c'est une image fondamentale de la permaculture. Ce n'est pas que de la technique, c'est bien autre chose. Et dans un contexte aussi difficile, parce que Chambord, c'est une grosse machine, vous avez réalisé un pari presque impossible. Voilà. Pour moi, c'est ça la permaculture, c'est à la fois de l'humain, à la fois du respect des éléments principaux, de l'air, de l'eau, des sols. Et les sols ont répondu extrêmement rapidement à ce qu'a pu faire Christophe et tout le groupe. On a vu à quelle vitesse, quand on fait ce qu'il faut, la vie revient, elle est capable d'exploser, ça a été une explosion, mais elle peut aussi disparaître très très vite. Donc là, on était sur le fil du rasoir,
et vous avez bien réussi ce pari. Moi, je trouve ça louable. Un grand merci, Marc. Et, travailler avec toi, c'était une explosion de bonheur. Et tu as un guide pour nous avec un œil d'une beauté incroyable. Et merci d'avoir fait la transition pour moi. Effectivement, d'avoir des sacrés experts comme on a eu, comme vous quatre et d'autres d'ailleurs. Ça permet de faire une belle conception, un bon design. Mais il faut encore une étape supplémentaire pour la réussite d'un projet comme celui de Chambord. Et c'est une équipe, des femmes et des hommes qui vont faire fonctionner au quotidien et qui sont indéniablement la clé de succès. Et pour parler en fait de ce côté en fait humain et ce qu'on a réussi à mettre en place, j'ai voulu échanger avec l'équipe de pilotage. Et d'abord Corentin, qui est donc Sologno, natif de Saint-Dié-sur-Loire, donc à 5 minutes de Chambord. Tu as 25 ans, Coco, tu as suivi un parcours parfait en agriculture, BEP, Bac Pro, BTS, licence. Depuis tes 15 ans, tu veux devenir maraîcher et tu as rejoint l'équipe des potagers en avril 2019. Tu assures à mes côtés les missions de gestion et management des équipes et de toutes les tâches afférentes à la production agricole. Et moi, j'aimerais que tu nous parles d'un élément fondamental pour nous, Coco, c'est qu'est-ce que la gestion participative et qu'est-ce que c'est la gestion saine des équipes? Bonsoir à tous. Excusez-moi pour ce petit incident technique, mais bon, tout est rentré dans l'ordre. Donc oui, je vais vous parler de la gestion participative et comment elle a été mise en place à Chambord. Donc il faut savoir qu'avant tout, la gestion participative et la gestion d'une ferme, ça commence par un bon recrutement et une bonne gestion d'équipe. Donc pour avoir une bonne gestion d'équipe, il faut avant tout avoir une vision et une volonté d'emmener l'équipe dans une dynamique positive. Donc ça va commencer par un recrutement de qualité qui va être fait par notre part. Donc il va y avoir une parité hommes et femmes dans cette équipe, multigénérationnelle puisqu'on va avoir des hommes et des femmes de différents âges, ça va de 23 ans jusqu'à 50. Et on va axer des profils qui vont être des profils agricoles avec une volonté et bien sûr une motivation sur le projet et sur l'agriculture biologique. Donc c'est en partie comme ça qu'on a fait notre recrutement et qu'on gère nos équipes à Chambord. Merci Quentin. Et donc du coup, comment se déroule une semaine ou les actions que nous avons mis en place pour dynamiser notre équipe et la faire fédérer au projet? Et bien donc l'idée dans cette équipe, c'est que chacun va trouver sa place le plus rapidement possible. Donc pour ce faire, nous on a mis en place une gestion participative avec des responsabilités. Chaque élément de cette équipe va avoir une attribution. Donc selon ses affinités, il va être responsable par exemple de la plantation. Et tout au long de la semaine, ces référents vont tourner. Donc il va y avoir un responsable plantation, semi-direct, un responsable de la serre. C'est des semaines qui sont organisées, donc avec une journée donc spécifique. Donc ça va être une journée par exemple de plantation et le référent aura pour charge de faire évoluer l'équipe dans cette journée et il va être responsable du bon déroulement de cette journée-là. Donc l'idée, c'est que chaque personne va être du coup responsable. Il va y avoir un binôme de travail. Et donc le binôme de travail va apporter ce qu'on appelle nous la résilience au sein de l'équipe, ce qui va permettre à chacun aussi de pouvoir prendre des vacances, aussi des choses qui arrivent, des arrêts maladie, des congés. Donc voilà, ça va ramener de la résilience et de la stabilité à une ferme et ça va nous permettre, nous, donc les personnes qui pilotons le projet, de pouvoir se décharger mentalement et de pouvoir se reposer sur ces personnes qui sont du coup plus motivées et plus engagées puisqu'elles ont eu des responsabilités. Alors on utilise aussi beaucoup les temps de parole, les espaces de parole. Comment ça se pratique au quotidien? Et ben donc ça commence par une météo intérieure, un brief de la journée. Donc tous les matins, on va se rejoindre à 8 h, donc à côté du tableau avec donc des journées spécifiques et des temps de parole. Et la journée du matin va commencer par un mot, une attention. Donc chaque personne va dire un peu son ressenti intérieur pour pouvoir permettre donc de commencer la journée dans de bonnes conditions. Et on va mettre en place aussi donc, des météos du jour. On va faire des visites de ferme et on va créer de la cohésion avec toutes ces interactions qu'on va avoir avec notre équipe.
Et alors, on finit toujours, donc on passe la semaine ensemble et on finit toujours la semaine par l'organisation de la semaine suivante pour partir en week-end sans penser au travail et qu'est-ce qu'on devra faire la semaine suivante. Et on finit par un petit jeu collectif. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc, c'est le rose épine bourgeon. Donc, ça fait sourire un peu tout le monde à chaque fois à la fin de la semaine. Donc, la rose, c'est le bon moment qui s'est passé dans la semaine. L'épine, c'est ce qui va avoir agacé quelqu'un dans la semaine. Bon, j'arrive pas à retrouver l'épinette, quelqu'un les a rangés au mauvais endroit. Donc, l'idée, c'est de pouvoir partager tous ces éléments-là, mais tout en passant un bon moment et en ne visant personne. Et l'idée, c'est que chaque épine se termine par un aspect positif. Donc, et le bourgeon, donc rose, épine, bourgeon. Le bourgeon, c'est quelque chose d'extraordinaire donc, qui va vous arriver par la suite. Vous avez le mariage de quelqu'un de votre famille, et l'idée, c'est de partager aussi collectivement des bonnes choses, que ce soit au travail ou personnel. Donc, ça permet de clôturer la semaine correctement et de finir avec une petite bière. Oui, souvent on dit en permaculture qu'il faut aussi célébrer. Et c'est vrai que c'est important. Reste quand même aussi la réunion d'équipe qu'on fait chaque semaine d'1 heure pour avoir justement ces temps de parole. Et je pense que c'est ça qui désamorce aussi beaucoup de problématiques qu'on peut avoir parce que nous sommes un groupe de 9 en haute saison. Merci Corentin d'avoir partagé tout ça avec nous. Et de rien. Et puis le sujet fondamental. Je vais passer le relais à Thomas Segredin. Ouais, il y a donc la gestion participative, la gestion saine des équipes, qui est un élément fondamental, mais il y a aussi l'orchestration, l'organisation. On a une agriculture qui est minutieuse. Et donc, pour parler de ça, Thomas, qui lui est un voisin également, un peu plus lointain, il est né à Chartres. Donc, tu as 32 ans, Thomas, tu as beaucoup voyagé pendant ton enfance. Tu as fait des études de commerce, donc tu es issu d'une reconversion. Tu as rejoint l'équipe en juillet 2019, juste après Corentin. Et tu m'accompagnes dans la mise en place de la stratégie commerciale, financière et administrative du service et de la planification, l'organisation et la coordination du travail. C'est une lourde responsabilité. Donc, vraiment 2 axes, la planification culturelle et la planification organisationnelle. À quoi sert et comment se pratique la planification culturelle, Thomas? Déjà, bonsoir à tous et merci Baptiste. Alors, la planification culturelle, en fait, c'est un élément clé de notre système puisque c'est ce qui va nous permettre de gérer notre saison et c'est quelque chose qu'on est typiquement en train de faire en ce moment pour la saison 2022. C'est-à-dire, on profite de l'hiver et qu'il y a un temps calme pour nous au jardin. Et l'idée, c'est de se poser tous ensemble, de faire le bilan de la saison qui vient de se passer pour prévoir la suivante. Et en fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est de prévoir tout ce qui est prévisible. Donc, dans notre fonctionnement, on va finalement essayer d'équilibrer le travail qu'il y aura pendant toute la saison, donc de le lisser à la semaine, et tout ça en fonction du personnel et puis bien entendu des contraintes des plantes, donc de la saisonnalité. Et je trouve que c'est intéressant ce qui vient de se passer avec Corentin, voilà, de prévoir tout ce qui est prévisible. Et parfois, il y a des aléas. Et en fait, cette démarche-là nous permet aussi d'avoir plus de réactivité et plus d'esprit disponible pour pouvoir gérer les imprévus. Voilà. Donc, du coup, en fait, pour nous, cette fameuse planification, ça va être de mettre dans un fichier qui est assez volumineux et assez complexe, parce qu'on a quasiment 500 planches de culture qui peuvent avoir 4 rotations différentes dans la saison. Et donc, du coup, c'est une certaine forme de complexité qui est à prévoir. Et donc, du coup, c'est ce que moi j'appelle la décharge mentale. Donc, c'est-à-dire plutôt qu'il y ait un fermier qui ait tout dans sa tête, l'idée, c'est que nous, on la mette sur papier, noir sur blanc, ou en tout cas sur informatique, pour pouvoir fonctionner correctement. Voilà. C'est magnifique. Et du coup, je te laisse aller sur la planification et sur l'organisation. Alors, du coup, pourquoi est-ce que nous, en fait, la deuxième partie est tout aussi importante, si ce n'est plus, c'est que, voilà, on a à la fin de l'hiver et à la fin de la planification, on a toute notre saison qui est prévue, on sait exactement combien de semences on doit acheter, combien de plants, qu'est-ce qui est planté où. Mais ça nous fait une belle jambe parce que du coup, il y a quand même beaucoup de travail. Et donc, en fait, c'est la deuxième étape pour nous, c'est la planification organisationnelle.
Et là, il y a deux éléments qui sont importants. C'est d'une part, pour nous, donc comme l'a expliqué un peu Corentin et puis différentes personnes dans ce webinaire, c'est que c'est important pour nous de rendre l'équipe autonome. Donc, Baptiste a évoqué que cette année, nous étions 9. 9, ça fait quand même une sacrée équipe à mobiliser. Et donc, du coup, le gros travail qu'il y a à faire dans cette planification organisationnelle, c'est moi je dis souvent, de rendre le complexe compréhensible. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on traduit notre grosse planification, qui est un peu un monstre Excel avec plein de colonnes et plein de lignes. Et en fait, de manière hebdomadaire, on va le partager à l'équipe avec ce qu'on appelle un plan de match. Et chacun d'entre nous est capable d'aller puiser dans cette mine d'informations pour retirer qu'est-ce qu'il y a à semer, qu'est-ce qu'il y a à planter, qu'est-ce qu'il y a à désherber sur la semaine qu'on a prévue. Et donc, du coup, c'est aussi clé pour nous en termes d'organisation parce que l'information, elle est accessible à tous. C'est-à-dire que n'importe qui dans l'équipe, il y a forcément un petit temps de prise en main de notre outil et puis de notre fonctionnement en équipe. Mais très rapidement, chacun d'entre nous est capable de savoir les itinéraires techniques et de chacun de nos légumes. Donc, c'est quand même assez pratique. Et après, le deuxième élément qui est important pour nous dans la planification organisationnelle, c'est ce qu'on appelle l'orchestration. Donc là, vous êtes en plus en direct dans notre salle de briefing. Et donc, du coup, on a un grand tableau où, comme le disait Corentin, chaque matin, on se retrouve et on expose notre semaine qui est standardisée sur toute l'année. Donc, tous les lundis et tous les jeudis, on sera en récolte. Tous les mardis, on sera en serre. Tous les mercredis, on est en implantation et en semis. Et en fait, le fait d'avoir un plan de la semaine, d'une part, ça permet à chacun de se positionner, d'avoir une très bonne visibilité sur ce qui les attend. Et en même temps, en fait, ça nous permet aussi je dis que c'est toujours plus facile de changer un plan quand on en a un. Et donc, du coup, de pouvoir, de manière assez réactive, inverser des blocs dans notre organisation. C'est-à-dire que, bien entendu, si on se prend une grosse saucée, on va pas... si on se prend une grande saucée, on ne va pas aller travailler le sol ou aller, par exemple, désherber. Donc, du coup, cette standardisation et cette visibilité, notamment sur le tableau, ça permet à chacun d'entre nous finalement de prendre une part très active dans notre organisation et dans notre équipe. Merci Thomas. Avec plaisir. Très important, c'est d'avoir un cadre pour que l'équipe puisse naviguer dedans et être autonome. Et c'est vraiment notre leitmotiv. Je voulais, moi, vous parler de deux facteurs clés de succès avant de conclure, qui sont importants, et c'est pour ça qu'on a voulu que beaucoup de personnes participent. Mais c'est d'abord montrer qu'un projet aussi ambitieux que Chambord, sur cette superficie, nécessite beaucoup d'expertise, qu'il faut prendre conscience que c'est des enjeux et beaucoup de complexité. Et c'est pour ça qu'on s'est entouré de grands experts. Et puis le travail en équipe au service de la permaculture humaine. Voilà comment on peut réussir et amener à bien un projet avec une attention toute particulière à notre équipe, composée de 5 filles et 4 garçons, et comme l'a dit Corentin, de 24 à 50 ans. Et pour finir, vous pouvez, du printemps à l'automne, faire une visite guidée d'1h30 des jardins potagers, si vous voulez poursuivre un peu cette aventure, cette petite présentation, pour aller découvrir les grandes thématiques de jardin en détail. Voilà. Un grand merci au Château de Chambord d'avoir initié ce projet-là et surtout à notre directeur général Étienne Guillaumat, le directeur des jardins potagers, les pères fondateurs. Un clin d'œil particulier à Pierre Nesman, à qui on a écrit 15 articles dans Rustica. Et puis, mille merci à Père Mahé et à ces rencontres de nous avoir donné la parole. Et merci à vous toutes et vous tous pour votre écoute. Merci Baptiste, merci à tous les conférenciers. Alors, les questions sont arrivées, vous les avez pas vues parce que vous étiez bien plongés dans vos interventions. Mais dans pas mal de domaines. Une question qui est un peu d'actualité, c'est on s'approche de l'hiver. Est-ce que l'on peut encore préparer son terrain? Est-ce que... attendez, je crois que... Est-ce que vous m'entendez, les conférenciers? Pas du tout. Au micro. Et là, est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait, Alain.
Voilà, alors je vous remercier et puis je vous remercie tous les conférenciers et je vais passer donc aux questions puisque le temps tourne. Alors une question qui est un peu de saison puisqu'on s'approche de l'hiver. Est-ce qu'on peut encore préparer son terrain et éventuellement quelques réflexions sur cette préparation avant l'hiver ou au cours de l'hiver? Christophe, souhaites-tu répondre? Christophe ne répond pas. Ce qu'on fait au jardin potager de Chambord, c'est qu'on essaye de faire passer un maximum de jardins avec des engrais verts. On a un mélange de 5 engrais verts, donc de la févrole, du pois et de la vesse pour les légumineuses pour capter l'azote atmosphérique, et puis de l'avoine et du sec pour aller décompacter un peu les sols. L'idée, c'est d'avoir vraiment ces sols couverts et protégés de l'hiver. Très bien. J'ai une autre question, hein. Vous avez évoqué les légumes perpétuels, donc ça a un peu intéressé et surtout questionné. Qu'est-ce que vous entendez par légumes perpétuels? Je vais laisser la main à Corentin sur ce sujet. Les légumes perpétuels, donc c'est ce qu'on va intégrer nous dans le potager, ça va être donc tout ce qui va être aromatique vivace, artichaut, asperges, fraises. C'est des implantations qui vont rester en place plusieurs années et qui vont pouvoir nous permettre de mobiliser de l'espace et en plus de ça, de nous offrir un revenu en fait qui va être en fait tous les ans présent. Donc ça va sécuriser aussi une partie de la production. Tu veux intervenir sur les légumes vivaces? Je pense que c'est une voie d'avenir et on en découvre de plus en plus. On peut maintenant en trouver assez facilement. Il y a beaucoup de légumes racines, il y a la rhubarbe qui est intéressante, hein, parce que c'est un bon fixateur de sol, ça recrée du sol, ça ramène des minéraux, ça désherbe aussi. Et puis, il y a toutes les plantes type topinambour et autres qui sont intéressantes aussi. Il y a une catégorie de plantes qui est intéressante et qui se ressèment toutes seules, hein, comme les mâches et tout ça, surtout plutôt pour les amateurs. Mais je trouve intéressant de laisser des mâches venir à graines et finir par faire des grandes couvertures de sol. Actuellement, dans certains jardins, je les ai laissés venir. Ça me fait un engrais vert et en même temps, on peut en cueillir. Voilà. C'est sûr que sur le plan professionnel, c'est moins strict, mais pour beaucoup d'amateurs, c'est très, très intéressant de laisser des plantes se ressemer comme les persils, etc., etc. Il y a dans les Aliacées beaucoup de plantes comme les poireaux perpétuels et autres qui peuvent rester plusieurs années en place. Il y a des choux, différents types de choux comme les Daubenton et autres, qui sont aussi intéressants. Il y a les poires de terre, etc., etc. Donc, il y a une vingtaine, une trentaine de légumes qui peuvent rester entre 1 an et 3 ou 4 ans, qui vont occuper le sol, le fixer et puis faire que le potager ne soit pas complètement abandonné en hiver. Très bien, merci beaucoup pour ces informations. Et justement, est-ce que vous produisez encore en hiver? C'est une autre question qui vient d'arriver. Alors, on fera la jonction hivernale l'année prochaine. Il y a une serre de 1000 mètres carrés qui va être mise en place au printemps. Donc, on n'a pas assez de superficie sous abri pour le faire. Néanmoins, il y a encore beaucoup de légumes au jardin actuellement, comme des betteraves, fenouil, oignons bottes. On a beaucoup de choux, de la rutabaga, du céleri rave, des poireaux. Donc, on a quand même encore une belle diversité. Et on arrive malgré tout voilà, à produire jusqu'à tard dans la saison. Il nous manque ces abris pour faire la jonction hivernale. Bien, je vois qu'on arrive à la fin de nos... Alors qu'il y a plein de questions encore. Je vais essayer de vous en poser une autre. C'est sur les arbres justement, et les arbres et le potager, parce qu'effectivement,
dans une culture plus traditionnelle, on évite beaucoup d'arbres. Donc, c'est quelles essences conseillez-vous près ou dans le potager, des essences d'arbres ou d'arbustes éventuellement, et notamment ce que vous faites à Chambord? Mathias, Jean-Philippe, vous voulez répondre? Bah, on peut utiliser beaucoup d'arbres. Il y a évidemment, il y a des gens qui discutent là cette présence des arbres dans le potager. Il y a des arbres qui sont très, très intéressants et très faciles, c'est les pêchers parce qu'ils n'ont pas un ombrage qui est trop important. Mais on peut aussi utiliser des pommiers, des poiriers. Mes grands-parents, ils avaient des tas d'arbres dans le potager. Après, ça dépend comment on les conduit aussi, et pour laisser quand même de la lumière pour les plantes légumières. Mais on peut utiliser beaucoup de fruitiers. En termes d'arbustes, on peut utiliser les amélanchiers. C'est vraiment un arbuste qui est très intéressant. Les aronias, les argousiers. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut mettre dans un potager. Une autre question sur les moyens mécaniques que vous utilisez, et est-ce que si vous travaillez le sol, vous le travaillez à quelle profondeur? Je vais lier les deux questions qui ne sont pas forcément… Si, c'est un lien. La parcelle a été designée pour se passer de mécanisation et de tracteur, voire même pour travailler à terme en traction animale, parce que c'est vraiment une direction qui nous plaît. Sur la partie maraîchère, on va travailler quand c'est nécessaire, notamment pour les semi-directs, avec un motoculteur. Et on essaye de travailler avec une herse rotative et non pas un rotoculteur qui va mélanger les horizons, mais plutôt qui va malaxer le sol, nous faire cette semoule, ce couscous, et on ne va pas aller plus loin que 5 cm pour ne pas déranger la vie du sol. Ça dépend vraiment les intercalaires de culture. Si on passe d'un semi-direct de carottes sur après un transplant de choux, on va mettre un géochanvre par exemple, on fera très peu de travail du sol, voire pas de travail de sol. Très bien, j'ai deux questions qui concernent les visites et les formations. Pour les visites, est-ce qu'il faut prendre rendez-vous au préalable? Et pour les formations que vous proposez, qui sont ouvertes, sont-elles ouvertes à un public plus large que des maraîchers en formation? Oui, alors on avait commencé en 2020, c'était la bonne année pour faire des formations le week-end. Donc, c'était tous les samedis avec une thématique différente, dont Marc, Mathias et Xavier Mathias étaient en charge. Néanmoins, le contexte sanitaire ne nous permet pas de le faire. Donc, on attend que ça se stabilise pour relancer ce programme de formation. Et puis, pour la visite guidée, c'est très simple. Il faut acheter son billet soit à la boutique du château, soit en ligne sur le site internet. Mais vous pouvez le prendre même le jour même et sur place au château de Chambord. Et deux questions sur les graines. Est-ce que vous démarrez vos légumes à partir de graines, et est-ce que vous produisez vous-même vos propres semences? Alors, 80% de notre production est faite à partir de la pépinière, donc les graines dans des mottes. Et on ne produit pas nos graines, parce que c'est un métier quand même qui est assez particulier. Et puis, pour avoir la productivité, notamment sur des bisannuels, il faudrait laisser 2 ans le cycle de la plante pour aller récupérer les graines de carottes. Donc, ça prendrait trop d'espace et c'est quand même un métier assez particulier de sélectionner, de multiplier les graines. Donc, non, on travaille plutôt avec des sémenciers sérieux et qui travaillent correctement. Voilà. Donc, on se renseigne beaucoup sur ça, avec des variétés hybrides F1, mais aussi des variétés anciennes. On utilise les deux. Une autre question sur les prédateurs, alors insectes, rongeurs, et comment avez-vous fait face jusqu'à présent à ces éventuels agresseurs sur vos planches de maraîchage et dans les potagers? Alors, on n'utilise quasiment pas de produits, ça c'est la première chose. C'est la lutte biologique. Les filets vont nous permettre de traiter beaucoup de symptômes contre la litis, pour les crucifères, pour les mouches. Donc, on va voiler les poireaux, les carottes, et on a un suivi avec nos maraîchers et les stations qui collectent ces données. Et donc, c'est essentiellement du voilage. Il n'y a que si on est en perte de culture, parce qu'il faut qu'on soit viable économiquement, qu'on va traiter. Mais je crois que depuis 3 ans, on n'a fait que 2 traitements en produits phytopharmaceutiques.
Bien, je vais être obligé malheureusement d'interrompre à la fois les questions et puis vos réponses, parce que là, on arrive au terme et si on ne veut pas être coupé d'un seul coup sans avoir pu finir, je vous remercie beaucoup, tous les conférenciers présents, pour ce partage et ce moment d'échange. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. J'ai pas eu l'œil en permanence sur le compteur, mais j'ai vu qu'il y avait quelques centaines qui étaient présents et c'est fantastique. Avant de vous quitter, je tiens à vous rappeler notre prochain rendez-vous. Ce sera le jeudi 6 janvier à 18h30. La troisième rencontre sera avec Linda Bédoué, Claire Moquier et Stéphanie Maubé, auteurs de l'ouvrage Le guide de la microferme familiale chez Rustica Éditions. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin d'année et puis n'hésitez pas à aller à Chambord une fois, deux fois, trois fois à différentes saisons parce que ça vaut vraiment le déplacement. Et merci encore une fois à tous les conférenciers. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci Alain, bonsoir à toutes et à tous.